Je vais vous présenter des travaux de recherche assez récents sur l'apport de Galiléo à la mesure de la Terre, qui ont été effectués notamment par Paul Rébichoux et Xavier Colligieux, mes collègues, et co-auteurs de cette présentation. Donc on va parler de métrologie d'espace, mais vous le savez comme moi, l'espace c'est du temps. Depuis 1983, la définition du mètre est inférieure à celle de la seconde par la vitesse de la lumière qui est constante. Et ça veut dire que les moyens les plus précis de mesurer l'espace, c'est de dater des signaux électromagnétiques, dater l'émission et la réception de signaux électromagnétiques. Et c'est pour ça que la mesure de l'espace est complètement liée à celle du temps. Moi j'aime bien cette idée, je ne sais pas vous, l'espace n'existe pas si on ne s'y promène pas. Ce que vous avez à gauche là, c'est ce que nous on appelle dans notre jargon une série temporelle, c'est la distance mesurée par GPS entre Marseille, c'est l'antenne qui est ici, et les îles Chatham, c'est quasi aux antipodes, c'est à 12 700 km, et cette distance, elle est, vous voyez, on en voit des variations qui sont centimétriques. En gros, on sait mesurer 10 000 km au centimètre près. Alors ça paraît anecdotique comme ça, mais quand on sait mesurer les mouvements de la Terre au centimètre près, ben ça veut dire qu'on sait mesurer la montée du niveau des mers, on sait mesurer la fonte des glaces, et l'exemple que vous avez à droite, c'est une série de positions, les points rouges et les points bleus, c'est deux traitements différents de la mesure, mais c'est des antennes GPS aussi, d'une station, c'est la position verticale d'une station dans le Groenland, à Thule. Et on voit qu'en 2006, il y a un changement de régime du mouvement de cette station, et ça, on pense que c'est lié à la fonte des glaces actuelle. Donc pour dire que cette métrologie de précision à l'échelle de la Terre, elle a une utilité de surveillance de l'environnement. Alors revenons au temps. Je vous invite à regarder le tableau de droite. Là, on va avoir besoin d'un vocabulaire un petit peu spécifique pour parler de ces mesures-là, parce qu'on va manipuler des grandeurs beaucoup plus petites que la milliseconde. Je voudrais vous parler de la précision et de la stabilité. Précision de la mesure, précision relative, stabilité des horloges, c'est un petit peu la même chose qualitativement. On rapporte toujours la précision à ce qu'on mesure. Mesurer 1 cm de précision à 1 mètre, c'est en fait avoir une qualité de 1%. Mesurer 1 cm à 10 000 km, c'est avoir une précision de 10-9. Donc pour donner des ordres de grandeur, les appareils courants, c'est 10-4, hein, les distances mètres des géomètres qui fonctionnent au laser. Les micro-ondes bas de gamme aussi, hein, en général, ils font 1 minute à la semaine, c'est à peu près du 10.4. Hein. Et tout en bas de l'échelle, vous avez les horloges optiques, qui sont les horloges atomiques actuellement en cours de développement, où là on fait du 10-18. Alors 10-18, ça veut dire que l'horloge elle dérive d'une seconde en 30 milliards d'années, c'est-à-dire plus que l'âge de l'univers. Donc on a encore le temps de mesurer le temps. Et là vous avez d'autres ordres de grandeur intéressants. 10-15 c'est la stabilité du temps atomique international. Donc ça c'est 1 seconde en 3 milliards d'années, c'est pas mal aussi. Les horloges qui sont utilisées pour construire ce temps atomique sont plus précises que ça, hein, elles sont en général à 10-16, voire 10-17, enfin plutôt 10-16, mais pour les mettre ensemble à l'échelle internationale, il faut les synchroniser, et ça a un coût en termes de précision et de stabilité du temps. Juste en dessous, je ne l'ai pas mentionné, mais à 10-14, on a les horloges GPS, donc qui sont pas mal précises, puisque donc, une horloge GPS ne dérive pratiquement pas par rapport au temps international. C'est pour ça que c'est une référence de temps très très précise. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais juste pour dire qu'avec une telle précision d'horloge, ben, on s'attend à mesurer la Terre au millimètre, enfin je veux dire plutôt à la femtoseconde, puisque vous voyez que la Terre en fait, elle fait 33 millisecondes. Si on pouvait tirer à vol d'oiseau de Marseille aux îles Chatham, alors on ne peut pas le faire avec de la lumière, peut-être qu'un jour on le fera avec des neutrinos, c'est pas encore le sujet. Ma présentation elle sera en 5 temps. D'abord une petite introduction au GPS, parce que je supposais qu'il y aurait peut-être des néophytes dans la salle, alors là j'ai plutôt une experte, je ne sais pas si le reste du public a besoin de cette petite partie un peu courte. Après j'évoquerai un petit peu la complexité de la mesure à partir de travaux de recherche récents. On parlera de est-ce qu'on peut mesurer la Terre avec tout ça, et on parlera après de comment on étalonne le GPS, puisque vous comprenez que je vais déjà dire non à cette question-là. Et puis on parlera des évolutions en cours qui apportent effectivement des révolutions un petit peu. Donc le GPS à la base, c'est simple. Moi je prends mon téléphone, quand je l'allume, il a 3 inconnus, x, y, z, ou alors latitude, longitude, hauteur.
Et donc 3 inconnus, il lui faut au moins 3 mesures. Dès qu'on fait un peu de mathématiques, on comprend ça. Et il reçoit des signaux qui sont relativement simples. C'est le satellite qui envoie sa position et l'heure d'émission du signal. Donc lui, il regarde avec son horloge, il compare, il a un temps de trajet, il en déduit une distance. Avec 3 distances, il se positionne dans l'espace. Alors ça, bien sûr, c'est faux, parce que mon téléphone, monsieur le dira aussi, ben, il n'est pas à l'heure du GPS, hein. Donc il lui faut un 4e satellite pour avoir 4 inconnus, cette fois-ci, 3 inconnus de position et une inconnue de temps, et avec 4 mesures, il sait où il est. Alors en fait, il en utilise plus, mais c'est pas la question. J'ai mis une antenne professionnelle à côté. Là, on fait des calculs un peu différents, puisqu'on va s'intéresser aussi à la phase de l'onde. J'en parlerai tout à l'heure, mais ça permet simplement de gagner en précision, en localisation. C'est un peu le même principe. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on va quand même regarder un petit peu les ordres de grandeur. Là j'ai parlé de mesure de la Terre à la précision du centimètre. Si je veux avoir le centimètre sur cette distance, il faut que je date mon signal à 33 picosecondes près. Parce qu'un centimètre c'est 33 picosecondes. Et quand on a une horloge dans le ciel qui dérive à 10-14, 33 picosecondes c'est moins d'une heure de dérive. Donc ça veut dire que même les horloges des satellites GPS ultra précises, il faut que je les remette à l'heure mieux que toutes les heures. Largement mieux, on verra tout à l'heure. Alors ça c'est un problème, comment est-ce qu'on les remet à l'heure? Alors il y a certains satellites qui, quand ils passent au-dessus d'horloges connectées au temps atomique international, vont pouvoir, en fait, c'est pas les satellites qui vont se mettre à l'heure, mais on va pouvoir calculer la dérive du satellite par rapport au temps atomique international. Donc vous avez compris, c'est Big Ben, au temps atomique international. Mais ils ne vont pas les voir tout le temps, hein, ils font tout le tour de la Terre, ils ne vont pas tout le temps les horloges de référence. La plupart du temps, ils voient des stations, des montres à gousset, qui elles ont plutôt des horloges à quartz, stabilité 10-8, ça ne vaut rien du tout. Alors, comment on peut synchroniser tout ça? On pourrait imaginer de synchroniser les horloges sol, mais alors elle a une sacrée précision, mais on l'avait dit tout à l'heure, par Internet, c'est pas possible. Hein, l'écart type de délai de transmission du temps, du signal sur Internet par un protocole standard, alors il y a peut-être des protocoles un peu meilleurs, mais ça c'est l'écart type. Il y a un délai qui est le temps de propagation, et puis il y a un écart type qui est lié au fait qu'on ne passe pas toujours par les mêmes routeurs, etc. Et c'est de l'ordre de 30 millisecondes. Vous avez vu, 30 millisecondes c'est la taille de la Terre, hein. Donc c'est pas la peine de chercher à synchroniser les horloges comme ça. Donc en fait il y a une seule solution, c'est que ce satellite, parce qu'en plus, on a le défaut que les satellites, excusez-moi, je n'avais pas dit que je viendrais là, mais que les satellites ne communiquent pas entre eux. Une seule solution, c'est que ce satellite, il aille synchroniser son horloge avec cette mauvaise horloge, mais que celle-ci aille se synchroniser avec celui-là, qui se synchronise avec Big Ben. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est un calcul global de la synchronisation, de l'ensemble du réseau des récepteurs, de l'ensemble des horloges précises, et des satellites, de façon à ce que les horloges précises, qui sont des fontaines atomiques, puissent transférer leur temps aux satellites GPS et aux stations. Donc le calcul global, vous comprenez bien que c'est pareil pour les positions. Les positions des satellites, on les connaît que si on les calcule par rapport à des points connus au sol, et les points au sol, on les connaît suffisamment précisément que si on les positionne par rapport aux orbites. Donc on a le même problème sur la position que sur le temps. En fait, il faut faire un calcul global de l'ensemble du réseau. Ce calcul global, actuellement, il est fait dans le service international des GNSS. On a évoqué le mot GNSS tout à l'heure, ces systèmes de navigation globaux par satellite, puisqu'il n'y a pas que le GPS, il y a aussi Galileo en Europe, et les systèmes chinois, indiens, japonais, russes, etc. Il est fait en calculant globalement donc, les positions de stations, leurs horloges, les orbites des satellites, les horloges des satellites, en faisant cette compensation globale. C'est un calcul suffisamment complexe pour que, bien sûr, il ait sa marge d'erreur. Donc, pour sécuriser un petit peu la qualité des résultats, ce calcul il est fait en parallèle par 12 centres de calcul que nous on appelle des centres d'analyse, répartis, vous le voyez, dans 7 pays. Et c'est la confrontation de ces 12 calculs qui sont faits avec des logiciels indépendants qui permettent de qualifier la précision de ce résultat. On va parler un petit peu de la complexité de ce calcul global et essayer de comprendre si du coup il est possible directement avec ce type d'instrument d'avoir une mesure de la Terre.
Alors, je reviens à mon histoire de mise à l'heure des satellites GPS à une fréquence supérieure à 1 heure. En fait, ce qu'on choisit de faire, les centres d'analyse, c'est de découper les observations, donc la réception des signaux, en tranches de 5 minutes. Comme ça, en fait, on va dire, ben, on va faire une mise à l'heure toutes les 5 minutes, et au moins, on est sécure sur ce point-là. Et donc ça veut dire que quand on va paramétrer le système, ben, déjà, puisqu'on suit des satellites qui orbitent autour de la Terre, on va vouloir avoir un réseau qui couvre la Terre de manière homogène, il va falloir une centaine de stations. Et pour chaque station, toutes les 5 minutes, on va mettre un paramètre d'horloge. On va calculer la position de chaque station chaque jour, parce qu'il y a des phénomènes journaliers, perturbateurs, les marées, etc., qu'il faut moyenner, donc on va dire une position, ça va être une journée. Et donc vous voyez que sur une journée, j'ai 288 sessions, un paramètre par station, j'ai déjà 28 000 paramètres pour caractériser mes stations sol. Alors j'en ai d'autres, puisque bien sûr j'ai leurs coordonnées que je veux à la fin, c'est ça que je veux, moi c'est la taille de la Terre, il faut les coordonnées des stations, donc ça c'est 300 paramètres, c'est tout petit. Et puis il y a aussi le fait que les signaux GPS, ils traversent l'atmosphère. Donc s'ils traversent l'atmosphère, ça veut dire qu'ils ne voyagent pas à la vitesse de la lumière, et on a besoin de caractériser cette atmosphère. Il y en a toute une partie qu'on peut caractériser directement, en mesurant la pression au sol par exemple. On a le poids de la colonne d'air, mais il y a toute la partie humide, par contre, le contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère, qui est extrêmement variable et qu'il faut caractériser par des paramètres. Il y en a plusieurs, mais notez qu'il y a au moins, au minimum, un paramètre par heure et par station, ce qui nous fait 2800 paramètres de plus. Enfin, 2400 points. Alors ça, c'est les stations, mais on a aussi des satellites qui voyagent, donc ils sont en orbite autour de la Terre, mais il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas sur cette orbite. Je vous ai représenté très rapidement les phénomènes physiques principaux. On a le Soleil qui les éclaire, ou pas, suivant qu'ils sont dans l'ombre de la Terre ou pas, et le Soleil, en fait, exerce une pression de radiation, c'est simplement l'énergie des photons qui est transmise aux satellites et qui va modifier leur trajectoire. On est à 20 000 km de la Terre, mais il reste quand même des molécules d'atmosphère. Et à la précision qu'on cherche, le choc de ces molécules exerce un frottement dont il faut tenir compte et qu'on ne connaît pas parfaitement. Il y a le champ de gravité de la Terre qui est variable et qui varie avec le temps aussi. Donc on en connaît une grande partie, mais on a quand même une inconnue de modélisation. Et tout ça, c'est des forces inconnues, on va dire, qu'on modélise par des accélérations inconnues, donc des paramètres d'accélération. Et la trajectoire, on la modélise par une position et une vitesse initiale. On a les forces, une position initiale, donc sur la trajectoire du satellite, on modélise la trajectoire de l'objet. Cette modélisation dynamique, donc avec position initiale, force et donc calcul de trajectoire, elle est complétée par le fait que ça nous donne en gros la trajectoire du centre des masses du satellite, alors que les signaux GPS ils sont émis depuis une antenne, et donc depuis nous ce qu'on appelle un centre de phase. Donc en fait c'est le centre d'émission du signal et qui n'est pas situé au centre de masse de satellite, ça serait trop beau. Donc il faut aussi un paramètre pour exprimer ce décalage. Donc là vous avez en gros l'ensemble de ces paramètres et vous voyez que dans l'histoire, c'est pour ça que j'en parle à la fin, ce qui reste le plus important c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va vouloir remettre à l'heure le satellite toutes les 5 minutes et ça nous fait encore presque 7000 paramètres puisqu'on a 24 satellites en vol. On traite une journée, donc 288 sessions, 24 satellites, ça nous fait presque 7000 paramètres. Donc vous voyez qu'on arrive là avec, je vois qu'il y a un chiffre qui ne va pas se voir, mais je vais vous le commenter, on arrive là donc avec 39 000 paramètres pour calculer la position des stations sur une journée. Heureusement, on a 200 000 observations. Donc on est quelque part confortable. Et ces observations, en fait, je vous le disais tout à l'heure, ça ne va pas être directement le message qu'envoie le GPS, mais on va s'intéresser à la phase porteuse de ce message, et ça veut dire qu'on va, entre guillemets, accrocher le satellite et voir comment la phase de réception évolue, ce qui en fait revient à mesurer non pas la distance sur le satellite, mais la variation de cette distance. Donc on va rajouter un paramètre qui est la distance à l'accroche du satellite pour chaque passe. Et en gros, la période d'un GPS, c'est 12 heures. Donc ça veut dire qu'une station voit un GPS pendant à peu près 6 heures. Donc on a un paramètre pour 6 heures d'observation. Ça fait 4000 paramètres en plus dans le système. C'est un peu négligeable devant les 200 000 observations, qui sont en fait toutes les passes que voit chaque station. Donc 200 000 paramètres, 43 000 inconnus, 200 000 observations, pardon, 43 000 inconnus. Ça devrait le faire.
Et du coup, est-ce qu'on peut mesurer la Terre avec ça? Bon, la réponse est non, je vous l'ai dit un petit peu. Avant d'en parler, je voudrais juste dire, commenter un petit peu ce que je vais vous montrer techniquement sur les graphiques de résultats. Si on calcule un ensemble de positions GPS, donc de positions d'antenne à la surface de la Terre, on peut le calculer de plusieurs manières, par exemple avec deux logiciels différents. Et si on veut comparer ces solutions, ce qu'on va regarder en premier, c'est si les deux figures sont à la même échelle. Et c'est ça qu'on va appeler la taille moyenne de la Terre. Nous, on parle d'échelle, mais en gros, ça veut dire que si on compare à un étalon de référence, on remet la figure à échelle et on dit elle a un écart d'échelle de... alors nous, on parle en partie par milliard, parce qu'on mesure des tout petits écarts. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, quelque part, si on avait une référence, on compare notre calcul à la référence et on regarde s'il y a un écart d'échelle. C'est un peu les graphiques que je vais vous montrer. Et donc la question, en fait, c'est est-ce que le GPS mesure la Terre à la bonne échelle? Parce qu'évidemment, j'ai des coordonnées qui sortent de mon calcul avec mes 43 000 inconnus et mes 200 000 observations. Est-ce que les coordonnées sont à la bonne échelle? Et la réponse, c'est non. Alors ça, c'est un phénomène qui est connu depuis les années 2000, qui a été identifié par Tim Springer en premier lieu et qui est étudié depuis. Et la courbe que vous voyez ici, c'est la variation d'échelle d'un réseau GPS, d'un réseau de référence GPS, par rapport à un réseau qu'on va dire étalonné. On a un réseau étalonné, je vous expliquerai tout à l'heure lequel est-ce, et on compare l'échelle GPS et on voit que l'échelle, donc on parle vraiment de la taille moyenne, a des oscillations d'amplitude centimétrique, un petit peu comme si la Terre battait. Alors c'est très joli, mais c'est évidemment complètement faux. À l'échelle du centimètre. La Terre, elle se déforme, en gros, elle va s'aplatir et se gonfler, mais pas en battement symétrique sur toute sa surface. En gros, quand il y a du poids d'un côté, il y a moins de poids de l'autre. C'est l'atmosphère principalement qui peut faire varier les poids de manière saisonnière. Donc ça, c'est complètement faux, et on va essayer de comprendre pourquoi assez rapidement. Je vais prendre un exemple très très simple pour essayer d'expliquer un phénomène que dans notre jargon nous appelons la collinéarité des relations d'observation. On va prendre un exemple très 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 simple. Je ne sais pas si vous avez déjà navigué, mais quand on navigue près des côtes, on se repère en visant des amers. Alors là, on va tricher un peu, puisque sur un bateau, en général, on utilise des mesures d'angle. Ici, on va supposer que notre bateau il fait des mesures de distance à 3 amers, puisque je parle de mesures de distance. Donc quand j'ai 3 amers, 2 phares, par exemple un clocher, évidemment je sais à peu près où je suis, puisque j'ai 2 inconnus, je suis sur la mer, j'ai que 2 inconnus de position, latitude, longitude par exemple. Et non seulement je sais où je suis si j'ai 3 mesures, mais sur ma carte je peux dessiner un petit chapeau d'un triangle qui me donne une idée de l'imprécision de ma mesure. Tous les marins savent ça. Donc ça c'est ce qui se passe quand on est dans une bonne configuration. Mais si mon bateau s'éloigne beaucoup de la côte, du coup mes 3 mesures elles me donnent la même information, qui est la distance à la côte. Et par contre j'ai aucune information ou presque sur ma position longitudinale le long de la côte. Donc c'est ça que nous on appelle la collinéarité des équations d'observation, c'est-à-dire que les observations en fait apportent une information qui est dépendante des informations apportées par les autres observations. Et du coup on n'a pas autant d'informations que le nombre d'observations qu'on a. Donc ça c'est très très simple à comprendre quand on a 3 observations, 2 inconnus. Là on avait 200 000 observations, 40 000 inconnus, il fallait un petit peu d'outillage mathématique et numérique pour aborder le problème. Donc ça c'est les développements qu'a fait Paul Révichung il y a quelques années. Et je vais vous en présenter un résultat partiel qui est un peu une image de ce qui se passe, qui me paraît à peu près compréhensible. Ça c'est ce qui se passerait dans un monde parfait si on se trompait sur la position, sur la hauteur des stations. Mettons je me trompe de 6 mm, je mets toutes mes stations trop haut dans mon calcul. Mon calcul a sorti toutes les stations trop haut. Et ce que je regarde ici, c'est ce qu'on appelle nous un skyplot. Je suis sur une station, je regarde le ciel. Ça, c'est le nadir, c'est ce qu'il y a au-dessus de ma station. Et ça, c'est les traces des satellites qui passent. Et les couleurs, c'est les écarts entre la distance qui sort de mon calcul. Quand j'ai calculé mes positions, après, je peux recalculer la distance comme la différence entre la position de ma station et la position de mon satellite. Puisqu'une fois que j'ai tout calculé, je connais tout. Et c'est les écarts entre cette distance calculée
et la mesure, la distance que j'ai mesurée. Donc si je monte mes stations de 6 mm, bah, toutes mes distances de satellite, en particulier au nadir, vont être trop courtes de 6 mm par rapport aux mesures, puisque les mesures, elles reflètent la réalité. Ça, c'est ce qui se passe dans, on va dire, un monde parfait. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde réel. Et Paul Revich-Chung a montré qu'en fait, si on monte toutes les stations dans le réseau GPS, si on se trompe de 6 mm sur toutes les stations d'un réseau GPS, on va voir des incohérences avec les observations qui ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. L'échelle de couleur n'est pas du tout la même ici. On a des variations de l'ordre du dixième de millimètre. Et ça vient du fait qu'on a de la collinéarité dans les relations d'observation. Et en particulier, il a montré que les 4 paramètres corrélés, donc fautifs, c'est la hauteur des stations, le décalage des horloges satellites, les plus précises de mon système, et la position du centre de phase des antennes satellites, donc ce qu'on appelle les PCO, Phase Center Offset, et les retards troposphériques humides, donc en gros, la manière dont on caractérise l'atmosphère toutes les heures au-dessus de l'antenne. Donc ça veut dire que quand je me trompe sur les positions de 6 mm, cette erreur, au lieu de rendre mes distances incohérentes, elle va se diffuser dans les autres paramètres. Donc ça veut dire que si je me trompe sur les hauteurs, ben, je vais me tromper sur les décalages d'horloge, je vais me tromper sur les PCO, ou sur le retard troposphérique humide, ou tout mélanger d'ailleurs, et je vais avoir aucun moyen de vérifier que je me suis trompé ou pas. Le reste est cohérent. Mes observations sont toutes cohérentes. Donc ça nous montre que la mesure de la Terre avec le système GPS est effectivement pas possible. Il faut l'étalonner, le GPS. Donc qu'est-ce qu'on va étalonner? Je vous ai annoncé que la mauvaise nouvelle, là, hein, on a 4 paramètres corrélés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont corrélés de manière isolée un peu dans le système. C'est-à-dire que si on en détermine un, du coup, le système va donner les bonnes valeurs aux 3 autres. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, parce que du coup, on va pouvoir se dire, on en étalonne un, et on va avoir les résultats sur les autres. Alors, les PCO, il faudrait remonter dans les satellites, c'est un peu compliqué. L'atmosphère, ça bouge beaucoup, hein, vous avez vu la vapeur d'eau, mesurer la vapeur d'eau en temps réel sur toutes les stations, ça serait très très cher, on pourrait le faire, mais ce serait très très cher. Les horloges satellites, en fait, il faudrait carrément les changer, les horloges satellites à 10-14, c'est largement pas suffisant. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est mesurer la Terre, avoir la taille de la Terre, et calibrer le GPS avec la taille de la Terre. Bon, alors il sert à quoi le GPS? Oh merde, mais après il sert dans toute l'économie moderne, vous le savez. Et on va calibrer cette taille de la Terre avec d'autres instruments au sein d'un calcul qui détermine la référence internationale qui s'appelle ITRF, l'International Terrestrial Reference Frame, donc le repère terrestre de référence international. Pour gagner un peu de temps, je vais passer sur Doris, qui est une technologie française dont on est très fier. Donc c'est une technologie active, ça c'est des balises sol, elles émettent vers le satellite, et le satellite en fait a un oscillateur à bord, compare les fréquences et du coup a une information sur sa vitesse par effet Doppler. Mais ça ne contribue pas à l'échelle, donc on ne va pas en parler beaucoup. La télémétrie laser sur satellite, j'ai appelé ça laser, en fait c'est de la télémétrie laser. On tire avec des télescopes laser sur des boules de métal équipées de réflecteurs qui volent à 6000 km à peu près. Alors ça, vous comprenez tout de suite que c'est une référence précise en termes de mesure de distance, parce que même s'il y a plein de problèmes technologiques, c'est une mesure aller-retour. On a une seule horloge dans le système, donc on n'a pas besoin de la même précision de synchronisation. Et puis le VIBI, c'est l'interférométrie à très longue base. Ça en fait c'est des antennes radio qui écoutent le ciel, donc qui regardent les signaux qui viennent des quasars, et ce qu'on mesure c'est avec 2 antennes à 10 000 km l'une de l'autre, c'est le déphasage d'arrivée d'un signal donné, et ça permet d'en déduire la distance sur les antennes. Alors là vous me direz, on a besoin de synchroniser les horloges de ces antennes là, et c'est un vrai problème technologique, mais comme en fait les antennes VLV c'est les étoiles, il n'y en a pas tant que ça dans le monde, et bien on met des très 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 bonnes horloges sur ces antennes et on les synchronise au TAI. Donc on a une mesure qui est possible. Alors vous le verrez sur les graphiques, bruité, mais possible. Et pas trop biaisé. Donc ce calcul, donc, il est fait sous la direction de Zouheir El-Tamimi, qui est chercheur à l'IGN.
et à l'Institut de physique du Globe de Paris. Les 4 techniques dont je vous ai parlé, donc le GPS, donc je devrais dire les GNSS aujourd'hui, Doris, la télémétrie laser et le VLBI, en fait sont en amont, comme pour le GPS, calculés par plusieurs centres d'analyse, on fait les moyennes pour avoir le meilleur du meilleur, et ensuite on combine tout ça, et en gros quand on combine tout ça, on va utiliser le fait qu'on a des sites où il y a plusieurs instruments, et donc on va pouvoir transférer la position de ces sites d'un instrument à l'autre, et donc communiquer l'échelle du VLBI et l'échelle du laser au GPS. Et donc ça permet par exemple, ça c'est le résultat d'une publication de 2016 à laquelle a participé Xavier Collier, le collègue co-auteur. On peut par exemple recalculer les fameux PCO, les écarts entre les centres de phase des antennes satellites GPS et leur centre de masse, à partir de cet étalonnage d'échelle. Donc ça c'est fait, vous voyez, dans les différents centres d'analyse qui contribuent à cette étude. Donc là on a gagné, on a l'échelle de la Terre ne vient pas du GPS, mais on a un GPS étalonné dont les horloges du coup peuvent être remises à l'heure correctement, etc. Alors il y a quelques évolutions en cours qui sont assez excitantes pour nous et qui vont un peu révolutionner ce dont je viens de vous parler, qui en gros est l'état de l'art 2018-2019. C'est que le nombre de constellations augmente, le nombre de satellites augmente. On aura bientôt près de 140 satellites de géolocalisation dans le ciel. Alors ils ne seront pas tous utiles à tout le monde puisque les constellations indiennes, japonaises sont des constellations locales, mais on en aura plus d'une centaine utilisables par tout le monde au lieu de 24. Mais vous avez compris que ça, pour mon problème, ça ne change rien. Parce que ça ne va pas changer la collinéarité des observations. Non, ce qui va changer, c'est que les constellations modernes comme Galileo, ils ont mesuré le PCO, le décalage des centres de phase avec le centre de masse en laboratoire avant de lancer leur satellite, et ils ont publié cette donnée. Donc du coup, on va pouvoir prendre le PCO de Galileo, et du coup, on peut mesurer la Terre avec Galileo. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut la mesurer avec le GPS? Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de récepteurs sont à la fois GPS et Galileo, donc l'échelle de Galileo, on peut la transférer au GPS, puisqu'on a des stations communes. Et le graphique que vous voyez là, pour différents centres d'analyse, c'est les couleurs, je ne vais pas commenter, c'est en gros les corrections de ces centres de phase qui sont apportés par Galileo aux différents... alors c'est la correction moyenne des satellites GPS au cours du temps, donc vous voyez que c'est un peu variable, sur la période où on a des satellites Galileo communs. Donc ça, c'est fait exactement par le même principe que tout à l'heure. C'est Galileo qui va donner l'échelle, puisque lui, on a son PCO, et cette échelle va permettre de recalculer les PCO des satellites GPS. Donc ça, c'est un premier résultat, mais en fait, ce qui est intéressant, la force de GPS par rapport à Galileo pour nous, c'est que GPS, ça remonte aux années 90, donc on a un historique sur les mouvements de la Terre qui est extrêmement important. Et donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est propager tout ça dans le passé. Alors on ne peut pas le faire sans hypothèse, pour l'instant on le fait avec des hypothèses extrêmement simplificatrices, qui consistent à dire que les PCO de GPS ne dérivent pas. Et donc du coup on peut les prolonger dans le passé, et si on les prolonge dans le passé, avec les GNSS, on peut déterminer une échelle propre de la figure GNSS sans passer par le VLBI et le SLR, donc complètement indépendante. Alors c'est ce que vous voyez sur cette figure. En bas vous avez le temps, dans les années 90 au début et jusqu'aux années 2019. En vert, vous avez l'échelle des GNSS, donc du GPS, dès qu'on est en deçà de 2010, c'est que du GPS, au cours du temps. Et alors l'échelle évidemment par rapport à quoi? L'échelle par rapport à la référence actuelle. Je vous ai parlé de l'ITRF. L'ITRF 2014, qui est l'édition actuelle, le dernier calcul qui a été fait, a donc un réseau de référence avec des coordonnées. C'est en comparant les réseaux calculés aujourd'hui avec cet ITRF qu'on peut faire ce graphique. Et donc c'est simplement les écarts entre l'échelle observée par GPS et l'ITRF actuel. Donc cette pente-là, par exemple, ça ne veut pas dire que la Terre grossit, ça veut dire que l'échelle de l'ITRF 2014 était fausse. Donc il faut comprendre ce que c'est comparer une référence, c'est avec les qualités de cette référence.
Donc en vert, vous avez le GPS, en bleu, vous avez la télémétrie laser sur satellite, et en rouge, vous avez le VLBI, comme je le disais, vous voyez, le VLBI est beaucoup plus dispersé, là c'est une échelle par semaine en gros, et il faut que je termine, donc je vais terminer sur cette belle conclusion, pour vous dire que c'est du calcul préliminaire, donc prenez ça avec des pincettes, mais là on voit que l'échelle GPS, elle est plus proche de l'échelle VLBI que de l'échelle laser. Par contre, que sa pente est plus proche de la pente laser que de la pente VLBI. Donc on voit que c'est une information qui va apporter quelque chose et qui va faire progresser la précision de la référence internationale et donc de la métrologie fine des mouvements à la surface de la Terre. Je conclue juste sur l'évolution des précisions. Dans les années 80, on était à 10 cm de précision. Dans les années 2020, on va dire, on est un peu en dessous du centimètre. L'idéal, c'est d'arriver au millimètre. Il y a encore un long chemin à parcourir. C'est évident que la métrologie du temps va y contribuer, comme on a dit, mais vous avez vu que le transfert de la précision des horloges, qui elles descendent à 10-18, alors que nous, on a du mal à faire un penché à 10-10, ce transfert de cette précision, ben, il passe par une mesure qui se fait sur un objet immense, non vide, agité de mouvement permanent, donc dans le monde réel, et que ça donne une certaine perte en ligne. Voilà, je vous remercie.